Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette masterclass Thierry Martin que nous allons tenter de faire tenir sur 1 heure. Puisqu'il y a quelques impératifs d'inauguration juste après, ce qu'on va vous proposer, c'est de tenter de faire ça sur 50 minutes maximum pour qu'il y ait un petit temps de questions possible ensuite, si ça vous convient. Tout petit sondage préalable et intéressant. Combien parmi vous ont vu l'exposition de Thierry? Voilà. Et ben voilà, c'est fini. Bien, tout est dit dans l'exposition. Le but, en moins d'1 heure, donc, c'est d'arriver à vous présenter le travail de Thierry. C'est lui qui va vous en parler le mieux, bien sûr. Sur un angle un tout petit peu particulier. Si je peux faire marcher la machine, bien sûr, voilà. L'idée est de partir de chacune de ses principales influences et qu'il puisse nous dire un petit peu ce qu'il en a fait et comment il intègre tout ça dans son style, puisqu'évidemment, le but n'est pas de copier qui que ce soit. Donc, il ne va pas y avoir énormément de panneaux de présentation, mais chacun peut permettre d'apporter pas mal de choses. Donc, je vais déjà laisser la parole à Thierry pour cette première présentation d'influence. Bonjour à tous et puis merci à vous d'être venus. Alors je vais essayer d'être le plus intéressant possible. Ça va être dur. Alors en fait, en gros, quand on m'a proposé un peu cette masterclass, ça m'a permis, moi, pour le coup, quand Phil avait choisi en fait une direction de parler de mes influences, c'était de réfléchir un tout petit peu justement sur tout mon parcours. Et donc j'explique rapidement un peu d'où je viens. Donc bon, comme tous les enfants, j'ai lu beaucoup de BD quand j'étais petit. Puis ensuite, la vie a fait que j'ai bifurqué vers le dessin animé. Où là, dans le dessin animé, j'ai travaillé dans le storyboard. Mais toujours avec cette envie un jour de pouvoir faire de la bande dessinée. Donc souvent, en fin de journée, je faisais souvent mes bandes dessinées dans mon coin. Et donc pendant pas mal d'années, j'ai fait beaucoup de storyboard jusqu'au jour où j'ai commencé à publier. Et puis à partir de là, j'ai pu en fait mettre en avant ce que j'avais envie de mettre dans la bande dessinée, c'est-à-dire surtout en fait la narration en bande dessinée. C'est-à-dire comment on raconte une histoire et comment faire pour qu'elle soit le plus accessible et le plus captivant possible pour le lecteur. Je me suis toujours mis moi dans une histoire en mettant en tant que lecteur avant de la dessiner et je plongeais dans mes souvenirs d'enfance comment j'appréhendais ou comment j'abordais une bande dessinée. Et souvent, petit, je regardais plus les images que je lisais les textes. Donc à partir de là, en fait, ça m'a marqué sur tout le reste de mon parcours où je fais en sorte que mes planches, quand je les dessine, elles doivent d'abord être comprises visuellement avant le texte. Et pour cela, ma foi, il se trouve que quand j'étais enfant, je suis tombé sur, pas forcément cet album-là, mais cette série-là, Jean et Pierre-Louis. Donc pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le créateur des Schtroumpfs. Et pour ceux qui connaissent, les Schtroumpfs sont apparus dans une des aventures de Jean et Pierre-Louis. Et donc voilà, alors après bon là je la fais un peu courte, mais arrivé le jour où j'ai pu en fait travailler sur le roman de Renard avec le scénariste Jean-Marc Matisse, et quand il m'a proposé de travailler sur cette histoire, la première chose qui m'est venue en tête, c'était de penser Jean et Pierre-Louis. Donc voilà pourquoi je mets en fait cette page en parallèle avec une découverture de Jean et Pierre-Louis, parce qu'en fait il y a un lien direct avec tout le travail de Peyo, c'est-à-dire penser en fait un découpage à ce qui soit le plus accessible, le plus clair possible, tout comme le faisait en fait Peyo. Voilà, et puis quoi dire d'autre là-dessus, je ne sais pas pour l'instant. Ce que tu as pris de Peyo majoritairement, c'est sa lisibilité, sa narration. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça d'être le plus efficace possible. Alors, j'avais un petit avantage là-dessus, c'est que d'avoir fait pendant pas mal d'années des storyboards pour le dessin animé m'a appris effectivement à être le plus clair possible dans mes images. Il faut savoir que je travaillais surtout pour des dessins animés pour enfants, et quand on travaille pour des tout petits, dans le dessin animé, il faut se rendre compte qu'en fait, quand un enfant est captivé par un dessin animé, lui, quand un plan apparaît à l'écran, ce plan va durer 1, 2, 3 secondes, mais c'est souvent des plans assez courts. Donc il faut savoir que quand on a un plan assez court, l'enfant, il a juste 1 ou 2 secondes pour comprendre ce qu'il y a à l'image. Donc à partir de là, on apprend effectivement à construire une image, à la composer, de faire en sorte qu'on comprend du premier coup d'œil qui est le personnage principal, ce qu'il fait dans la case, dans quel décor il se situe.
Et donc à partir de là, en fait, Peyo faisait la même chose. Donc pour moi, du coup, j'étais un peu sur du velours, puisque j'avais déjà toute cette expérience derrière moi pour commencer à aborder ça. Donc quelque part, quand j'ai bossé sur le roman de renard, j'avais l'impression de devoir un peu rendre hommage en fait à Peyo. Donc pour ceux qui connaissent l'univers de Peyo et qui ont eu l'occasion de regarder ces 3 tomes, il y a des fois de temps en temps, je m'amuse à faire des petites références. Et ça, vous allez voir que dans les autres images qu'on va vous montrer, c'est un jeu auquel j'aime bien me prêter, c'est-à-dire de montrer mes influences, mais de façon cachée, ou alors les utiliser de façon à ce que ça leur apporte quelque chose d'un peu plus, comment dirais-je, percutant ou un peu plus intelligent par rapport au fond du sujet. Donc voilà. Donc là, en fait, c'était une scène effectivement où Renard arrivait, et donc des scènes comme ça dans Jean et Louis, il y en a plein où il marche dans des cavernes avec une torche, etc. Donc voilà. Il y a d'autres pages qui font des clins d'œil comme ça dans Renard, mais ça, je pense qu'elle était peut-être la plus parlante de l'univers de Peyo pour ceux qui le connaissent. Voilà. Alors, pour ceux qui ont vu l'exposition, Lucky Luke renvoie directement à un des personnages que vous avez pu voir, qui est Jerry Alone. C'est plutôt superficiel, puisqu'à mon avis, l'influence de Maurice, on va la retrouver ailleurs dans ton travail. Alors là, pour le coup, comment dirais-je ? En fait, je me rends compte aujourd'hui que ce que je fais maintenant est rattaché pour beaucoup aux influences de mon enfance, que ça soit donc de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, et depuis maintenant je ne travaille que là-dessus en fait. Et là il se trouve que cette page-là en fait de Western, c'est la toute première histoire que j'ai scénarisée pour le magazine Spirou. Donc moi au départ je ne suis pas scénariste, donc quelque part déjà c'était un exercice pour moi, et en fait j'ai voulu montrer aussi cette image-là. Moi, la première rencontre avec Lucky Luke, c'était ses premiers volumes en fait. C'était quand Lucky Luke ressemblait à du chewing-gum en fait, avant d'arriver sur les autres. Et donc il y a ce côté un peu mollasson des personnages que j'essaie toujours de garder parce que ça mène pas à la dynamique. Mais l'idée, moi, de ce que je voulais apporter en fait en montrant cet exemple-là, c'est encore l'influence de mon travail dans le storyboard que je mets en bande dessinée. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un découpage qui est en fait assez cinématographique, où on a un rythme qui est déjà imposé par le cadrage. On a des plans larges, on a des plans serrés, des plans au ras du sol, des plans un peu surélevés, et tout ça, ça donne une dynamique. Et donc ça, c'est un style de découpage que Maurice n'avait pas forcément dans la BD, enfin qu'il n'y a pas forcément dans la BD franco-belge. Et là, du coup, je trouve ça assez intéressant d'essayer de mélanger les deux, c'est-à-dire cette lisibilité d'une image qu'on perçoit très rapidement, on comprend ce qui se passe, mais en même temps donner une dynamique qui est propre à ce que moi j'ai appris pendant des années en faisant du storyboard en fait. Et c'est ce que je continue à faire encore aujourd'hui en fait, c'est de mélanger on va dire ces deux écoles en fait, ce que j'ai appris dans l'animation et ce que j'ai envie de faire aussi en bande dessinée et de ce qui m'a influencé en bande dessinée. Notamment pour l'instant, ça c'est la période franco-belge. On arrivera après plus tard sur la période comics. Tu parles de mélange. Encore une fois, le parallèle se fait à chaque fois pour l'exposition qui lui est consacrée. Vous avez pu constater des différentes ambiances, des atmosphères. Et on change en effet radicalement d'un espace à l'autre. Comme en l'occurrence avec Brésil, alors qui est un de tes choix. Pourquoi Brésil ? Puisque là, on change radicalement. Alors, ce qu'il faut voir là, pour le coup, c'est la page de BD. Donc, c'est tiré d'un album qui s'appelle Au pays des ombres. Donc ça, c'est un album que j'ai fait avec le même scénariste que le roman de Renard, Jean-Marc Matisse. Et donc c'est une histoire qui parle de deuil. Et donc quand il m'avait proposé ce projet-là, effectivement, moi je suis tout de suite rentré dedans. Et si j'ai mis ce parallèle, en fait, c'est que quelque part dans l'univers d'Au pays des ombres, il y a une très forte place à l'imaginaire, puisque ça raconte l'histoire d'un enfant qui a une dizaine d'années, qui va être confronté au deuil et qui, grâce à son imaginaire, va réussir en fait à l'affronter et s'en guérir en fait. Et pour le coup, il y a quelques années, donc quand le film Brésil est sorti au cinéma, j'avais eu l'occasion de le voir lors de sa première projection. Et ce film, si je dois partir sur une île déserte, je partirai avec ce film. Parce qu'en fait, il est extrêmement riche pour moi. Chaque 30 secondes, il y a un concept. Visuellement, il est foisonnant. Donc, souvent, je vais piocher des idées dedans. Et là, en l'occurrence, donc c'est pour parler en fait des influences. Donc là, il y a des influences en fait qui sont cachées que j'ai pu installer en fait dans l'album. Et l'idée, c'est de montrer effectivement que nous, en tant qu'auteurs, on va piocher nos idées un peu partout en fait, mais aussi souvent dans le cinéma.
Et des fois, ça peut être aussi... Bon, là, en l'occurrence, Brésil, il y a plein de plans, mais il m'arrive, moi, des fois aussi d'aller au cinéma. Et si je vois un plan, même si le film est mauvais, m'a intéressé, je me dis c'est quelque chose que je pourrais utiliser, retransposer, le déformer pour un jour le mettre dans une histoire, quoi. Et là, en l'occurrence, pour ceux qui ont vu Brésil, je ne sais pas si vous avez vu Brésil, tous, non, pas. Bon, voilà, il y a une séquence à un moment donné où effectivement le personnage est confronté dans le milieu administratif. Il se retrouve dans un bureau qui est tout petit. Et donc je lui dis, c'était l'occasion de présenter, parce que là on parle dans l'histoire du diable, et qui se retrouve, lui, en fait, je le présentais dans une posture de fonctionnaire. Il fait juste son travail, en fait. Il doit prendre des notes, etc. Et donc là, le parallèle avec Brésil, pour moi, s'y prêtait bien, en fait. Donc voilà. Et l'idée, c'est en faisant ce parallèle, c'était l'effet de montrer que nos influences, on va les chercher partout. Si le cinéma vient piocher beaucoup de choses dans la bande dessinée, nous, on ne se gêne pas pour les piquer aussi beaucoup de choses dans le cinéma, en fait. Voilà. On peut penser et espérer que d'entendre Thierry pendant une petite heure vous donne envie de revoir l'exposition. En tout cas, je vous y encourage, puisque vous la verrez d'un autre œil. J'ai cru que tu allais dire d'aller voir le film. Aussi. C'est pour l'anecdote, vous pourrez constater que la page qui vous est présentée là, l'original est exposé dans la partie qui présente cet album. Donc ça peut être intéressant d'aller comparer avec ce que vous voyez là. On va rester sur des influences un petit peu atypiques, on va dire, puisqu'on peut dire quand même que Peyo et Maurice, c'était quelque chose d'assez évident visuellement. On peut faire un rapprochement rapidement. Un petit peu moins avec celle-là. Alors ici, c'est toujours dans la même histoire, c'est toujours dans Au Pays des Ombres. Et donc là, un des précurseurs dans la bande dessinée, donc Winsor McCay, qui présente donc dans ce personnage, donc la page de gauche, son personnage fétiche qui était Little Nemo, où on voyait en fait, si vous connaissez Little Nemo, c'est un garçon qui en fait il voyage donc au pays de Slumberland, et à chaque fin de case, il se réveille, il tombe de son lit. Donc en fait, il voyage dans son imaginaire. Donc ça, c'était pour dire ce que je disais tout à l'heure, dans l'idée où l'enfant va utiliser son imaginaire pour réussir à surmonter son deuil. Et donc, comme j'avais cette référence-là de Little Nemo en tête quand j'ai travaillé sur cet album, je voulais lui rendre un hommage, en fait, moi, un hommage à Little Nemo et à Winsor McCay, mais pas tout simplement de dessiner, parce qu'il y a, si pour ceux qui connaissent l'univers de Winsor McCay ou de ce personnage-là, il y a le lit dans lequel l'enfant dort qui est spécifique, donc pour tous les lecteurs qui connaissent, reconnaîtront ce lit. Et je voulais pas faire moi une référence aussi simple, aussi facile, comme ça, aussi visuelle. Et donc je me suis dit qu'à un moment donné, bon, je me rappelais un peu dans l'album, tiens, ça va couper. Le personnage est confronté à un changement de perspective. Il se retrouve, il rentre dans la perspective et tout le décor est à l'envers et il évolue. Et donc je me disais à quel moment je peux installer cette idée de décor qui bascule. Et effectivement, dans l'histoire, à un moment donné, le personnage va vraiment chuter de l'imaginaire, il va passer au cauchemar. Et pour appuyer cette idée-là, c'était de montrer en fait que tout le décor, toute la perspective autour de lui basculait. Et donc la planche juste après celle-ci, le personnage va être vraiment confronté à quelque chose qui va être assez horrible. Et donc je me suis dit, c'est peut-être le moment effectivement pour placer cette référence à Winsor McCay, en faisant en sorte que dans le décor, effectivement, on voit le personnage qui arrive, et puis tu as toute la perspective qui change, et lui se bascule. Et voilà, pour moi, la référence, elle était là en fait. Et c'est quand je disais que j'aimais essayer d'amener des clins d'œil à mes influences, en voilà une qui est peut-être un peu subtile, mais moi, elle me plaît bien en fait. Voilà. Est-ce que tu considères que tu as intégré des choses de McCay en dehors de ce que tu viens d'évoquer, de simplement un petit clin d'œil à une scène assez mythique? Parce que son style est quand même assez éloigné, a priori, du tien. Alors, il y a deux choses, en fait. Quand on parle de bande dessinée, on parle de style et on parle de narration. Moi, je vais ne parler que de narration. C'est pour ça que je te renvoie sur le style. Tu es malin. Et le style, là, pour le coup, en fait, McCay, lui, enfin, moi, j'ai eu l'occasion une fois de voir ses originaux. Il faut des années et plusieurs vies pour arriver à ce niveau-là, tellement c'est super fin, c'est magnifique. Donc non, je ne vais pas chercher en fait à essayer d'avoir une référence au graphisme, mais plutôt en fait au sens, au fond, plutôt. Enfin, c'était l'idée en tout cas. Je suis revenu sur cette histoire de style, puisqu'en écoutant un petit peu les commentaires des gens qui regardaient ton expo, ça revient régulièrement, cet aspect style. On va pouvoir le voir avec d'autres images. Tu es sur différents univers, sans reprendre une expression de The Voice. Mais par contre, on reconnaît toujours ton style.
Et c'est ce que les gens semblaient dire, que l'on soit dans un western, que l'on parte sur quelque chose pour enfants, que l'on soit sur quelque chose de plus fantastique, en allant jusqu'aux enveloppes, on reconnaît toujours un style. Bah, tant mieux, hein, parce que en fait, là, pour le coup, c'est mon premier album, celui-ci. Donc quelque part, j'étais en recherche moi aussi d'un graphisme, hein. Comme tous les auteurs, on a tous envie d'avoir un style qui soit identifiable. Et puis en fait, moi, je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça, en fait, hein. J'ai pas l'impression d'avoir un graphisme qui soit Bézian, un graphisme qui est particulier. Là, Mario Montaigne, il y a aussi un style particulier qui est identifiable. Enfin voilà, il y a quelques dessinateurs qui ont, c'est leur graphisme qui les montre. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est surtout narratif, en fait, hein. Et là, pour le coup, je me cherchais encore. Après, avec les années, j'ai commencé un peu à me trouver graphiquement, mais peut-être que c'est quand tu parles de style, peut-être que c'est dans le mouvement, la façon dont les personnages bougent, puisqu'en fait, de mon expérience dans le dessin animé et en côtoyant des animateurs, on m'avait souvent raconté qu'effectivement, en fait, un animateur dessine comme il bouge. Et un dessinateur, en fait, de BD, c'est pareil, en fait, hein. Donc moi, une fois que j'avais entendu cette phrase-là, effectivement, ça m'a fait beaucoup réfléchir, et c'est là que j'ai commencé, à essayer pas de me dessiner moi, mais moi, j'ai une façon de bouger, donc c'est ce que je représente, en fait. Et quand on essaye après, effectivement, d'imaginer plusieurs personnages qui ont des caractères différents, on va essayer de bouger comme on pense qu'ils bougent. Mais fondamentalement, c'est quand même nous qui jouons, quoi. Enfin, moi, je ne suis pas comédien de départ. Donc c'est peut-être au niveau du style, dans sa forme, c'est peut-être dans la façon que je fais bouger mes personnages. Après, le trait, en fait, le trait, il évolue avec les années. Et souvent, les dessinateurs, en fait, ont un style qui va se simplifier avec le temps, hein, où on est pur, en fait, en quelque sorte, en général, hein. Ce qu'on va pouvoir constater tout à l'heure. Voilà. Il y aura toujours le machin, là? Ah non, il n'y a pas là. Il n'y a que nous qui avons une gêne sur l'écran. Alors là, pour le coup, quand j'ai fait le choix de ces deux images, il y a plusieurs choses, en fait. Il y a ma découverte des comics, il y a ma découverte de l'univers de Mobius. Et donc j'ai voulu mettre cette image-là en parallèle parce que du coup je parle encore de mes influences en plaçant un clin d'œil à travers l'image de gauche, qui était en fait une commande qui était destinée pour la revue dessinée, où je devais faire un travail sur illustrer en fait le conflit en Syrie. Et donc la revue, elle, avait demandé à ce qu'on travaille sur des images qui soient percutantes, en fait. On avait un texte et il fallait pas que l'image soit redondante avec ce texte. Donc c'était pas forcément évident comme exercice au départ. Et à partir de là, je me suis dit effectivement, par rapport au conflit qu'il y a en Syrie, Bachar est en train d'écraser son peuple. Ça y est, c'est parti. Et on n'a plus non plus là. Il n'y a plus d'image. Et c'est revenu. Et donc d'où l'idée de représenter effectivement Bachar comme ça, écrasant sa population. Et là, automatiquement, ça faisait référence à un album de Mobius qui illustrait le surfeur d'argent. Et donc moi, arrivé à partir de 15 ans, j'ai découvert l'univers des comics. Donc, comme beaucoup de dessinateurs de notre génération, ça a été on va dire une déflagration, puisqu'on découvrait tout un univers, tout comme aujourd'hui, depuis quelques années, la nouvelle génération découvre l'univers des mangas. Nous, c'était avec les comics. Et là, donc moi, dans la même période, un peu plus tard, j'ai découvert l'univers de Mobius, et là, pour le coup, j'avais les deux en un. Et l'approche de Mobius dans l'univers des comics, moi, je m'y retrouvais plus, puisqu'il y avait effectivement une volonté d'un choix de cadrage qui m'ont amené quelque chose un peu de réaliste, en quelque sorte. Et là, pour le coup, pour faire référence et pour montrer mon influence ou mon hommage à Mobius, je me dis que c'était l'occasion effectivement d'associer cette image de Bachar en Galactus, écrasant, détruisant tout ce qu'il a autour de lui, quoi. Donc voilà, c'est une façon aussi, disons, un peu cachée de montrer une influence d'un auteur dont j'aime le boulot. On est quasiment sur un clin d'œil formel, comme tu as pu déjà le présenter, avec ces images qui parlent d'elles-mêmes. Mobius a une influence plus profonde chez toi, qu'on va retrouver dans d'autres dessins, d'autres livres. Étonnamment, oui, mais en fait, pas au niveau narratif, en fait, pour le coup. En fait, moi, ce type était, c'était notre génie à tous, hein, pour l'instant. Et en fait, c'est un type, il n'arrêtait pas de dessiner, en fait, tout le temps.
Et cette envie de dessiner, disons, moi, quand je suis fatigué ou je n'ai pas envie, il suffit que j'ouvre un bouquin, puis je me dis, bon, t'as encore rien fait, recommence, quoi. Continue à travailler, continue à dessiner. Et en fait, c'est un métier où il faut produire sans arrêt, même si on fait du bon, du mauvais, il faut tomber des feuilles, parce qu'au fur et à mesure, il y a quelque chose qui avance et il y a quelque chose qui en sort, quoi. À un autre stade que Giraud, bien sûr, mais quelque part, cette soif du dessin, en fait, que j'adore chez Moebius. C'est ça. Parce qu'au niveau narratif, dans sa façon de découper une histoire, tout ça, je me retrouve plus chez Peyo ou chez d'autres auteurs américains qu'on va voir après, que chez Moebius. Chez Moebius, ce qui me plaisait, en fait, c'est le temps qu'il passe à faire ses dessins, en fait, tout le temps. Ça, j'adore cette idée. C'est une forme de point commun avec toi, même si tu ne voudras pas qu'on l'évoque. Dessiner tout le temps. Et c'est quelque chose dont j'aurais bien aimé que tu nous parles même rapidement. Quand nous, simples lecteurs, on va ouvrir un livre et apprécier ou pas une bande dessinée, ce que tu as eu souvent l'occasion de dire, c'est « il me donne envie de dessiner ou pas ». Ah, c'est le ou pas qui t'intéresse. Les deux. Tu vas pas simplement dire la BD est bien ou pas bien, mais c'est ce dessinateur me donne envie de dessiner. Oh, ouais, alors là... Comment est-ce que tu peux étayer ça ? Je sais pas, c'est une question d'instinct comme ça en fait. Hein. Tu peux le voir chez plein de dessinateurs qui sentent ils vont faire un dessin où ils vont mettre leur trip dedans en fait, hein, qu'il soit maladroit ou qu'il soit super bon, tu le sens en fait. Hein. Et puis après, ça peut être aussi une idée, hein, ça peut être un flash. Il m'arrive aussi souvent aussi de faire un dessin parce que j'ai l'image en tête, qui n'a rien à voir avec un album en cours. Hein. C'est un dessin, une image, et puis celle-là, il faut que je la sorte, quoi. Il faut que je la tombe, parce que sinon, elle va me pourrir tout le temps, et tant que je ne l'ai pas mis sur papier, je ne vais pas être tranquille, en fait. Donc maintenant, avec l'âge, ça va, j'arrive à vivre avec, hein. Je la mets un peu de côté, mais elle est toujours là, et je sais qu'un jour ou l'autre, elle va ressortir, quoi. Et chez les autres dessinateurs, quand je vois, effectivement, des fois, il y a des images qui me donnent envie, et à partir de là, je vais rebondir sur quelque chose, et bon, voilà, c'est le jeu des influences, en fait, hein. Je sais pas si on m'entend bien en fait. Parce que des fois ça parle, et des fois ça... Encore un changement de registre. Alors, ouais. Sampé, qu'est-ce que tu peux nous dire au-delà, une fois de plus, de l'aspect formel qui paraît évident sur ces deux illustrations, mais on va probablement retrouver du Sampé un petit peu ailleurs que simplement dans les illustrations chez toi. Bah, en fait, il faut d'abord penser Sampé pour le coup, parce que là, pour cette... Bon, là, en l'occurrence, c'est par rapport à une expo que j'avais fait en 2013, et j'étais parti sur l'idée, effectivement, de faire des grandes illustrations, mais avec, toute la force de Sampé, en fait, hein, c'est un petit personnage dans un grand décor, et qui fait toute la situation. Et en fait, c'est des choses, des fois aussi, où, en tant qu'auteur, on a envie d'être confronté pour voir si on y arrive ou si on le comprend. Je discute des fois avec certains dessinateurs qui s'amusent des fois à recopier des images pour comprendre l'auteur. Ce qu'a fait dernièrement Blutch avec son bouquin Variation, c'était ça, sa démarche aussi au départ, c'est de prendre des planches d'auteurs dont il a aimé et puis il s'amuse à les redessiner à sa façon. Et en redessinant en fait le travail d'un autre auteur, on a l'impression un peu de le comprendre. Là, pour le coup, c'était surtout en fait de l'idée d'un dessin en fait qui montre une petite idée avec un grand décor derrière. Mais ça rentrait dans le cadre d'une exposition, donc c'était une continuité de plein de dessins. À partir de là, en fait, cette image-là, elle va donner suite à quelques images qu'on va suivre après, à un projet qui va être publié chez Noctambule l'année prochaine, normalement, si j'arrive à pas trop en retard. Mais voilà, je joue sur ce principe où effectivement je fais beaucoup référence à Sampé, on va voir les images après de toute façon, à Sampé, à Tati, à Will Eisner, c'est là qu'on arrive chez... Très bonne transition. C'est très fort. Voilà Will Eisner. Donc voilà, et ça c'est pareil, comme je l'expliquais tout à l'heure, les images qui nous marquent quand on est enfant ou adolescent, elles nous poursuivent toute notre vie. Et ben voilà, Will Eisner, j'ai découvert ça, j'avais 15 ans, et donc je passe de Peyo, l'école franco-belge, et d'un coup je vois ça. Enfin ça, et d'autres choses de l'univers de Will Eisner, c'est-à-dire cette façon d'être narratif, cette façon de développer une scène. Alors autant tout à l'heure on avait un cadre qui en fait, effectivement dans le principe de dessiner, chaque cadre va amener une ellipse entre ces deux cases, et là il n'y en a plus. Et en fait on suit un mouvement. Et c'est le mouvement qu'on décide de dessiner qui va donner l'intention, qui va donner une émotion, et donc on rentre vraiment dans le détail.
Et une des choses que j'ai eu le plaisir d'apprendre quand j'ai fait du storyboard et de bosser dans un studio d'animation, c'est d'être confronté avec des animateurs. Et donc forcément, ça me donnait envie de tester l'animation. Et donc c'est un métier à part. Hein. Tu nais animateur ou tu l'es pas. Donc moi j'ai essayé, j'ai transpiré. Hein. Franchement, ces types-là, quand ils décomposent un mouvement et qu'ils le dessinent, ils le chopent et ils le reproduisent, c'est impressionnant. Et par défi, je voulais voir si j'étais capable de le faire. Donc j'ai essayé. Et puis en fait, c'était très compliqué. Et puis j'ai fini par arriver à quelque chose. Mais au-delà de ça, comme j'expliquais tout à l'heure, tout mon parcours professionnel je l'ai toujours pensé en fait pour faire en sorte de faire de meilleures bandes dessinées. Tout le dessin que je fais, je pense à quoi ça pourrait me servir en bande dessinée. Et là, en l'occurrence, quand j'avais testé mon travail en animation, il y a un exercice qu'on fait chez les animateurs. Quand un animateur va être embauché dans une boîte, on lui demande de lui faire une marche. Et de dessiner une marche. Et puis en fait, ça paraît tellement simple de faire une marche, mais en fait, c'est quelque chose de très complexe, parce qu'au travers d'une marche, on doit effectivement décomposer tout un mouvement, mettre du style, il y a ce que s'appelle l'action, la réaction, le mouvement, le contre-mouvement. Et donc moi, j'apprenais tout ça. Et donc par chance, comme j'étais dans un studio, je pouvais le montrer effectivement à un animateur qui lui corrigeait mon travail. Et une fois que j'avais fait cette première séquence, il y avait un truc qui m'avait sauté aux yeux, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait une marche, quand on fait une animation d'une seconde, en général, il y a 12 dessins. Et quand on met ces 12 dessins devant soi, comme ça, il y a ce qu'on appelle des poses clés. La pose clé, en fait, en dessin animé et même en bande dessinée, c'est la pose qui va montrer au mieux le mouvement ou l'intention que l'auteur veut montrer. Mais juste avant cette pose clé, il y a un dessin qui va amener cette pause. Et en fait, moi, c'est ce dessin-là qui m'a intéressé. Ce dessin qui est juste avant ou le dessin qui est juste après cette pause clé. Et je me disais, en fait, quand je vous regarde ce dessin, j'arrive à imaginer quel va être le dessin suivant, quelle va être la pause suivante ou quelle était la pause d'avant. Et en fait, c'est ça qui donne un style dans l'animation. C'est quelles vont être les pauses qu'il y a avant la pause clé. Et quand j'ai vu ça, ça m'a sauté aux yeux. C'est ça que je dois faire en bande dessinée, en fait. C'est la pause qui a juste celle-là. Là. Alors, ça ne vient pas automatiquement quand je le fais. Hein. Des fois, je suis obligé quand j'ai le temps, j'ai une idée, une attitude en tête. Je m'amuse en fait à dessiner les pauses qu'il pourrait y avoir avant. Et je me dis, c'est ça que je vais essayer de faire. J'ai pu plus se développer dans Renard. Et ce projet-là, qui s'appelle Le Balayeur des Lilas, en fait, raconte un peu ça aussi, puisqu'on suit un peu le quotidien d'un type qui balaye, qui rencontre des gens et qui en fait est un peu le fil conducteur de l'album. Et le truc, c'est de faire une histoire muette. En fait, c'est presque du mime des fois. Et j'essaye moi de redessiner ça en décomposant des scènes ou des actions. Et en fait, c'est un travail d'observation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire qui n'est pas écrite. Enfin, j'ai le début, j'ai la fin, mais tout ce qui arrive entre les deux, c'est juste de l'observation que je vais avoir en vous regardant vous. Donc il y a des scènes. Cette scène-là, par exemple, c'est une scène qui est arrivée. Alors, je me souviens d'une interview que j'avais écoutée de Tati, qui racontait. Donc j'aime bien en parler de celle-là parce qu'en fait, elle est très parlante pour nous. Il racontait que quand il se retrouve une fois, il s'apprête à prendre l'avion et qu'on annonce une grève ou un retard. Pour lui, le cinéma commençait. C'est-à-dire qu'il s'installait et puis il regardait les gens. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui m'était arrivé. J'étais en déplacement. Je suis à la gare Montparnasse. On annonce 2 heures de retard. Je sors mon carnet, je me suis mis devant le parvis et puis là je me suis mis en mode observation pour cet album-là. Et puis petit à petit j'ai commencé à regarder les gens et puis il y a quelque chose qui a commencé à se dessiner. Et là en l'occurrence c'est un type qui faisait la manche. Et puis donc je n'avais pas le son, je le voyais juste en fait se déplacer de personne en personne. Et là donc j'ai vite fait des petits crobats rapidos sur mon carnet pour noter les idées. Et à partir de là en fait la chose s'est dessinée. Donc en fait chaque page ça va être des séquences d'observation que je vais assembler dans mon histoire. Et puis l'intégrer en fait dans le livre, quoi. Et pour le coup, ça renvoie effectivement à ce qu'a fait Will Eisner avant, donc quelque part, forcément, de toute façon, j'avais cette influence-là en tête, donc c'était difficile de s'en détacher. Donc comme j'arrive pas à en détacher, je l'applique tout simplement. Donc il faut que je l'exorcise en la dessinant en fait. Voilà. Je reste un instant sur cette page, juste pour ce que tu évoquais. Je pense qu'il y a des gens ici qui apprennent aujourd'hui que tu as fait beaucoup d'animation. Qui l'apprennent parce que ton style, pas ton style, on va dire, ce que tu fais ne laisse pas transparaître au premier abord. Je pense à beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui connues dans la bande dessinée et qui, à l'évidence, sortent de l'animation, qui en ont réellement fait beaucoup et ça se voit tout de suite. On se dit, tiens, lui, soit il vient de l'animation, soit sa bande dessinée peut quasiment ressembler à un storyboard d'animation. Ce n'est pas ton cas. Est-ce que ça tient? Est-ce que tu évoques là avec cette pause clé ou est-ce que tu fais en sorte que ça ne se voit pas?
Ah non, je pense pas ça comme ça en fait. Hein. Je pense pas que ça voit pas. Alors dans ce que tu dis, beaucoup viennent en fait de l'animation, mais en tant qu'animateur. Oui. De ceux qui viennent du storyboard, il y en a, mais peut-être 2-3 personnes que je vois comme ça. Mais il y en a aussi qui ont cette notion de découpage qui n'ont jamais fait d'animation. Hein. Je pense notamment par exemple à Blin ou à Bonhomme. Je pense pas qu'ils aient fait d'animation et ils ont un découpage qui est très storyboardé en quelque sorte. Après, au niveau du style, c'est ça tu me demandais ? Oui, c'est le fait que dès qu'on voit une de tes planches, on ne va pas se dire, lui, il vient de l'animation. Ça ne va pas paraître évident. Bah, tout simplement parce qu'en fait, je pense d'abord BD. Quand je faisais l'animation, je me disais ça, il faut que je l'utilise, mais ça va plutôt m'intéresser quand je vais l'appliquer en bande dessinée. En même temps, je réfléchis pas comme ça, en fait. Hein. Je le fais, quoi. Après, c'est au petit bonheur la chance. Hein. Des fois, ça marche, puis des fois, on recommence, en fait. Hein. Mais on est toujours dans l'idée aussi de... Il en manque on une ne là. voit pas l'image de gauche. C'est problème. dommage. Ah oui, c'est dommage. Pourquoi elle n'y est pas ? Elle y est, mais en fait, elle est trop sombre. Ah. On ne peut pas l'éclaircir, l'écran, en fait, là, non ? Pour voir l'image de gauche. Enfin, de droite, chez moi. Ouais, comment ça se fait ça ? Bon, bah écoutez, tant pis, je vais essayer de vous l'expliquer. Tu vas devoir nous la décrire. Bon, en fait, on voit rien du tout, en fait. Hein. Ouais. On voit rien du tout. Bon, Ouais, c'est carrément. dommage. Qu'est-ce que c'était donc ? Ça, c'est une séquence que j'ai préparée justement pour vous, mais bon, c'est un peu ballot. En fait, c'est un extrait tiré du film de Fritz Lang, Le Testament du docteur Mabuse. Où dans cette séquence-là, donc c'est son deuxième film, à savoir pour ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Fritz Lang, c'est son deuxième film parlant. Donc c'est quelqu'un qui vient du cinéma muet. Ce qu'il faut savoir, ce que j'ai peut-être oublié de dire depuis le départ, parce qu'en fait il y a plein de choses à dire, mais ça part un peu dans plein de directions. Il y a un truc qui m'a marqué enfant, c'est effectivement le cinéma muet. Et donc, quand j'expliquais tout à l'heure que je préfère qu'une bande dessinée, on arrive à la comprendre que par l'image, et que le texte vienne amener des informations en plus. Je vais souvent puiser mes références ou mon inspiration dans le cinéma muet. Et là, dans cette séquence-là, malheureusement que vous ne pouvez pas voir, il y a une scène, quand je disais, j'adore au cinéma, puis des fois quand je vois un plan, je suis content, mais là, en l'occurrence sur cette scène-là, donc j'ai découvert ce film assez tard, et donc je regardais le film tout simplement, et puis d'un coup arrive ce passage-là, et là, je me suis pas estomaqué, mais je suis impressionné par ce que je vois. Parce qu'en fait, on a une scène, donc dans le testament du docteur Mabuse, il y a un personnage qui doit être assassiné, donc il y a des commanditaires qui vont faire appel à un tueur, et ce tueur donc, va avoir on le prévient que c'est un type qui est dans une voiture, et on lui dit quelle voiture c'est, donc c'est sa plaque d'immatriculation. Donc le tueur, il a comme pour info telle voiture avec telle plaque. Et les images que l'on voit, en fait, on voit la première image, on nous montre la voiture qui est identifiée avec sa plaque. La voiture, la case suivante, je ne sais plus trop, mais de mémoire, on voit les tueurs qui se rapprochent donc, de la voiture. On voit effectivement dans le découpage qui est très clair, en fait, hein, c'est une scène qui est hyper lisible, c'est ça qui m'avait bluffé. On voit les tueurs qui ont repéré la voiture, donc ils se placent derrière. La voiture arrive à un feu rouge. Les autres voitures arrivent, s'arrêtent aussi devant, et la voiture avec le tueur se retrouve un peu en diagonale derrière la future victime. Donc tout ça s'est placé très simplement en fait, hein, avec des plans larges, etc. Donc c'est très clair. Il n'y a aucune confusion possible. Arrive ensuite le chauffeur de la voiture du tueur se met à klaxonner. Donc par réflexe de panurge, toutes les voitures se mettent à klaxonner. Donc ça c'est pour le côté sonore, mais ça n'a pas forcément d'importance. Mais visuellement, tu as même la victime qui elle s'amuse aussi à se mettre à klaxonner. Et le tueur qui est sur la plage arrière de la voiture, enfin sur les assises arrière, pointe son pistolet, donc comme à l'époque, hein, comme ça. Donc il vise en diagonale le type. Et c'est tout. On se retrouve en plan extérieur, le feu passe au vert, les voitures démarrent, sauf une voiture, donc la voiture de la future victime. Là, on voit effectivement le policier qui se rend compte qu'effectivement l'agent de circulation qui voit que les voitures ne bougent pas. Donc il se dirige vers la voiture. On est à l'intérieur de la voiture, donc côté la victime, mais on ne la voit pas. On voit le policier qui arrive au travers le pare-brise, il se penche, il voit le type, donc contre-champ, il voit le type allongé sur son volant, et là la caméra panote un tout petit peu, et juste derrière lui, on voit la fenêtre avec un petit trou.
Et donc là, on a compris en fait que sans avoir vu le type se faire abattre, qui s'est fait abattre, tout un jeu de mise en scène. Donc ça, c'est une scène en fait qui est extrêmement storyboardée en fait. Donc moi, forcément, ça m'a parlé tout de suite, et c'est quelque chose en fait, en l'occurrence, quand je mets la planche à côté, qui était en fait à l'occasion d'un stripbook pour Spirou, où c'était pareil, c'était ma première histoire muette, où justement je m'étais amusé, donc j'avais eu en image toute cette scène, ce découpage, où on arrive à suivre en fait l'intrigue, ou le déroulé, tout en étant dynamique, voilà en fait, ce qui s'y passe là en fait. Et donc en fait, la scène de cinéma en fait, c'est quelque chose en fait qui reste souvent présent en moi. Donc souvent avant de commencer, un découpage, il y a souvent cette image qui me vient en tête, enfin cette séquence, en essayant de me dire comment découper une scène pour qu'elle soit narrativement le plus clair possible, tout en entraînant le lecteur sans qu'il se rende compte en fait qu'il a été embarqué dans une histoire. Et ça, pour moi, c'est mon premier défi en fait, avant le dessin. C'est comment narrativement je vais réussir à prendre le lecteur, le mettre sur un rail et l'amener au bout de l'histoire sans qu'il se rende compte qu'il vient de lire une histoire en fait. Voilà. Avec une demi-image, tu as tenu 2 fois plus de temps, on n'aurait pas dû mettre d'image en fait. C'était mieux si on la voyait là quand même. Normalement, celle-là est un peu sombre, mais elle se voit. Voilà, on reste dans le domaine du cinéma. Alors ça, ce parallèle-là, j'ai voulu le montrer en fait pour parler de l'idée de comment l'inconscient en fait travaille, en tout cas chez moi. Et donc la séquence de boxe qui est à droite, c'est Charlot boxeur. Il y a plus de son là en fait. 1, 2, 1, 2. Et donc j'avais vu 1, 2, ouais. J'avais vu cette petite séquence une fois sur YouTube où on voit Charlot boxeur. Donc si un jour vous tapez sur YouTube Charlot boxeur, vous allez voir, elle est super drôle, quoi. Et donc moi j'avais vu cette scène-là où en fait il y a une espèce de chorégraphie, quoi. Et un truc en tant que dessinateur, j'avais envie un jour d'essayer de faire, que je montrais quelque chose de burlesque comme ça. Et puis c'est resté dans un coin de ma tête. Puis donc à l'occasion de ma première publication dans Fluide Glacial, où on m'avait demandé justement d'essayer de trouver des gags en une page, en 4e de couverture, on me dit c'est assez compliqué parce que le défi c'est qu'on doit donner envie au lecteur de rentrer dans une histoire, mais il ne faut pas qu'il aille à la fin de la case, mais en même temps, et quand la fin arrive, que ce soit une vraie chute. Et oui. Alors là, c'est la seule fois où j'ai réussi. Hein. Et donc j'avais cette image de boxe qui est revenue, et à partir de là, j'ai essayé de chercher un gag autour. Et donc voilà, j'ai fini par le dessiner. Et une fois décidé, ça m'a renvoyé en fait à Charlot, alors que je l'avais pas forcément en tête quand j'ai démarré. Et plus tard, donc là on l'a pas ici, mais je crois même que ça m'a renvoyé un souvenir qui est encore beaucoup plus profond dans mon enfance. C'est un des premiers épisodes de Spirou et Fantasio, enfin de Spirou surtout, où il y a un combat de boxe contre Poil Dur, je crois. Et donc j'avais fait les recherches parce que je n'ai pas l'album en fait de cette séquence-là. Et quand j'ai trouvé les images sur Internet, je vous promets, les 3 premières vignettes, c'était pas quasiment ça, mais c'était presque ça, quoi. Au niveau du cadrage, tout ça. Et ça que je me suis dit, c'est incroyable comment en fait, dans notre enfance, ces images qui nous marquent, elles nous marquent en fait plus profondément qu'on le pense en fait, et qu'elles nous suivent longtemps en fait. Et que tout se fait à l'enfance. Hein. Bon, je vous le dis hein, comme ça, hein. Vous ne le savez pas. Mais... voilà. On ne peut pas creuser davantage l'aspect psychologique. Là, il n'y en a pas. Est-ce qu'on parle d'influence ici ou de reprise d'univers? Eh ben là, voilà, pour le coup, ça c'est un album qui est en cours. Donc j'ai la chance de pouvoir faire un album de Mickey vu par là, Jean-Luc Cornette et moi-même. Et là, pour le coup, tout ce que je viens de vous raconter au niveau de mes influences, de mon envie, de ma passion, je vais le mettre en fait dans cet album-là. Donc là, effectivement, en fait, là, je suis en train de faire un Joran et Pierre Louis. C'est Mickey, mais en fait, au fond de moi, ça va fermer là. C'est un Mickey. Donc en fait, je vais vous montrer juste cette image-là d'un travail qui est en cours. Et là-dedans, je m'amuse à mettre tout mon plaisir que j'ai en bande dessinée. Voilà. Et pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu, il y a 2 petites références dans ces 2 planches. Parce que, comme je disais, j'aime bien mettre des clins d'œil. Donc, alors, pour vous donner une petite idée sur la planche, là, la première, sur le 3e strip, la bande là, la 2e là, pas celle-là, quand Mickey rentre et que Pluto lui saute dessus. Ça, c'est pour ceux qui connaissent l'univers de Calvin et Hobbes. Donc voilà, c'est un clin d'œil appuyé quand même, mais un peu caché quand même. Hein.
Et puis l'autre planche là-bas, ben, en fait, le fameux plan comme ça, la grande vignette, le grand décor, moi j'avais en tête le Frankenstein de Bernie Wrexton, où il y a un plan encore plus faramineux que celui-ci, où il y a des éprouvettes partout, etc. Donc voilà, c'est quand je vous dis que j'aime bien placer des petites influences, des petits trucs cachés comme ça, ben là, en voilà deux. Voilà. Ça fonctionne là. On a pu quand même voir depuis le début qu'on parle d'influences qui soit sont inconscientes, soit sont digérées, soit intégrées à chaque fois. Là, tu parles de jeu, tu t'amuses à faire ce genre de clin d'œil. Par contre, tu es dans un univers ultra codé, ultra référencé. Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce qu'il y a plus de jeux que de contraintes avec Mickey? Alors non, enfin non, là, par rapport à les contraintes qu'on a par rapport à Disney, en fait, effectivement, Mickey est un personnage hyper gentil. Donc il faut qu'on soit hyper gentil. Voilà. Bon, ça reste jeunesse, donc du coup j'accepte la règle pour le coup, mais voilà, c'est la contrainte. Après il y a peut-être 2-3 petits détails effectivement qu'on a eu comme retour à changer, mais bon, c'est pas grand-chose. Mais oui, disons que j'aime fonctionner avec des contraintes, donc quelque part le fait de ne pas en avoir des fois c'est très compliqué, mais là comme il y a quelques-unes, on joue avec, en fait, on s'amuse des fois même. Le plus drôle c'est de s'amuser à les détourner en fait. C'est ça qui est amusant dans les contraintes. Parce que tu ne peux pas transformer Mickey graphiquement radicalement. Est-ce que tu t'amuses quand même avec lui? Alors, quand je parlais tout à l'heure d'animation, enfin de posture ou d'attitude, là pour le coup c'est un personnage qui est très caoutchouc. C'est un rond, il y a 3 ronds sur sa tête, il y a le corps, c'est une espèce d'ovale qu'on peut tordre et tout. Donc là pour le coup, je pense que les animateurs doivent beaucoup s'amuser avec. Donc effectivement, je vais beaucoup piocher mes influences là-dedans. Je regarde quand même pas mal parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à tordre beaucoup les personnages. Et donc ça va être aussi pour moi l'occasion d'essayer de voir si je peux tirer le personnage dans certaines attitudes, etc. Tout en essayant de le rendre réaliste aussi, parce que c'est aussi ça un peu l'exercice. Donc voilà. C'est fini. On arrive sur la dernière image et là, on fait un grand écart quand même. Hein. Là je fais ma promo en vente en ce moment. C'est surtout qu'on fait une... On en reparlera. Oui. On fait surtout un grand écart puisque tu passes d'un univers très référencé, comme on l'évoque là, ultra codé, à quelque chose de complètement libre. Putain, j'ai chaud. Putain, je vais mourir. Ouais, oui. Pourquoi est-ce qu'il y a une planche de comics à côté? Je sais pas, c'est à toi de me le lire, la file. Là, c'est pareil, c'est ça aussi. C'est donc dans l'univers des comics, quand j'ai découvert effectivement l'univers des comics. Tout à l'heure, j'avais parlé effectivement de l'album de Mobius quand il a fait son comics à lui, mais il y avait eu effectivement une baffe que je me suis pris à 15 ans. C'est quand j'ai découvert l'univers de Frank Miller, puis après de Mazzucchelli, et qui est en fait dans un dessin où le lâcher prise. Enfin, il y a un fort lâcher prise. Et bon, tout ce que vous avez pu voir avant, c'est un dessin fait à la plume, en fait un dessin j'essaie d'être le plus maîtrisé possible, on va dire, à mon niveau. Mais donc du coup, des fois c'est assez fastidieux en fait, en tant que dessinateur, de rester dans les clous en fait. Et là, alors, en l'occurrence, à l'occasion de cet album, que j'ai donc, pour la petite histoire, que j'ai pratiqué en faisant une image par jour que je me mettais sur Instagram, et qui a fini par devenir cet album. Moi, mon exercice premier, quand j'ai commencé, c'était de réussir à briser ces chaînes en fait, qu'on se donne plus ou moins, ou à ouvrir des portes, en fait. Pas forcément briser des chaînes, mais ouvrir des portes. Donc, enfin, je suis sans cesse en recherche d'évolution graphique, sans trop savoir où ça peut m'amener, mais j'ai envie de tester, en fait. Et il y en a qui diront de se mettre en danger. Bon, je ne vois pas trop où est le danger, mais le seul danger, c'est qu'on rate notre truc et qu'on recommence, en fait. Et là, sur cet exercice-là, je m'étais dit, je veux faire un dessin où je me laisse... Parce qu'en fait, moi, j'ai un gros défaut, c'est qu'en fait, quand je fais un dessin, j'en suis jamais content et j'ai tendance à le recommencer. Et donc, forcément, les éditeurs ne sont pas contents parce que du coup, ça prend du retard, etc. etc. Donc, je me dis, il faudrait toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière moi, une fois que j'ai fait mon dessin, le prenne et s'en va très vite et très loin. Et là, en faisant cet exercice-là, que j'ai mis du temps à me lancer, c'était de le publier tous les jours, à heure fixe. Et puis, tant pis si le dessin me plaisait ou pas, mais je devais en fait réussir à sortir de ces codes-là. Et se lâcher prise. Et donc, un des dessinateurs dont moi je trouve fait ça, en tout cas, ou en tout cas c'est l'impression qu'il me donne, là c'est donc Mazzucchelli. Et donc, quelque part, je me disais, il faudrait que je réussisse à aller vers ça. Et cet album a été un peu l'occasion de m'affranchir de pas mal de choses et de me libérer dans ma tête pour que graphiquement je puisse un peu
aller vers autre chose que je fais habituellement, quoi. Voilà. Mais pour une fois, tu parles un petit peu de finition et du rendu, puisque tu l'évoques bien, ce qui t'importe le plus, c'est la narration et c'est raconter. Donc, pour l'anecdote, encore une fois, quand on a préparé ça, moi je t'avais mis une image d'Eisner qui était plus de l'esprit, du spirit, mais on aurait été sur une influence encore plus formelle et dans les jeux de noir et blanc. Tu as préféré mettre quelque chose de plus narratif. En l'occurrence, pour cette image-là, on est vraiment sur le rendu. Mazzucchelli est connu pour avoir ancré d'instinct rapidement ce qui se voit sur cette planche. Et c'est également ce que tu as fait sur Dernier Souffle. On est sur, quand tu parles de lâcher prise, on est d'accord, on parle aussi du rendu final. Ouais, je pense, ouais. Il y a un peu de ça. Au départ, oui, je suis sans doute. Sans doute, je ne peux pas dire de plus, hein, en fait. Parce que tu nous as assez peu parlé des outils. Tant mieux. J'ai quand même plusieurs fois entendu les gens devant les planches. Vous verrez qu'elles sont... Vous retournerez voir, elles sont plutôt petites. Les originaux sont plutôt petits. Beaucoup évoqué. J'ai changé de lunettes. Mais comment, avec quoi il fait ça? Voilà ce qu'on a pu entendre aujourd'hui. Avec quoi il fait ça? Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, pour moi, ça me paraît naturel. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de dessinateurs qui travaillent de plus en plus avec des outils numériques. Et moi, c'est un truc sur lequel je n'ai pas envie de franchir le cap parce que j'aime bien le rapport à la texture, au dessin, les doigts sales. Mes premiers albums, effectivement, par défi, je voulais maîtriser le pinceau. Donc, il y a eu plusieurs albums, donc Au Pays des Ombres, ensuite il y a eu le roman de Renard. Mais après, avec l'âge, effectivement, la maîtrise du pinceau est assez difficile, en fait. Et puis, en même temps, c'est assez long. Et donc, quelque part, il faut qu'on soit aussi dans une rentabilité, hein, en tant qu'auteur. Hein. On ne peut pas se permettre de rester 30 jours sur une planche. Donc, il faut quand même essayer d'aller vite, mais tout en ayant un résultat, enfin, en tout cas pour moi, qui soit correct, en fait. Hein, puisqu'en même temps, c'est vous qui achetez les livres, et donc on n'a pas envie de se moquer de vous. Donc, quelque part, on veut que vous en ayez un peu pour votre argent. Et nous aussi. Et donc il y a un équilibre à trouver, en fait. Et donc après je suis passé à la plume. Donc tout ce que vous avez pu voir après, c'était effectivement un travail à la plume, donc apprendre à maîtriser une plume, avoir des différents traits, parce que nous c'est vrai qu'en général on peut passer des heures entre dessinateurs à discuter du papier, de la plume, de l'effet qu'on veut avoir, alors que bon, en général le lecteur, lui, ça lui passe un peu au-dessus, et puis c'est normal. Et là-dessus, pour le coup, j'avais eu envie de revenir à quelque chose de plus gras. Ouais, d'essayer des effets de matière, etc. Et puis dans un lâcher-prise, vraiment, hein, pour le coup. Chose qui est plus long à faire à la plume, alors que le pinceau, effectivement, là, très rapidement... Enfin, ce qui est bien, en fait, quand on dessine, c'est quand on met une idée sur papier, que très rapidement, on l'a. Et du coup, on peut passer à la suivante. Et là, c'était le cas pour ça, en fait. Et donc là, pour le coup, de travailler avec des pinceaux... donc là, j'ai des pinceaux, maintenant, ils ressemblent tous à des balais à chiottes, hein. On appuie, on détruit, on recommence. Et puis en fait, on s'aperçoit que c'est intéressant parce qu'on peut les utiliser pour d'autres choses. Et donc ça a été une vraie découverte, ça aussi, pour le coup, de bousiller des pinceaux et de ne pas les jeter, les garder, parce qu'en fait, on a d'autres effets. Ce qui peut-être numériquement, c'est possible, mais là, pour le coup, on va passer beaucoup de temps à trouver des effets qu'on peut avoir plus rapidement en travaillant en couleur directe. Ça répond pas à ta question? Si, c'est pas forcément l'album de la maturité, c'est l'album du lâcher-prise. Voilà, c'est ça. Mais le lâcher-prise, c'est une forme de maturité. Non? Quelque part. Excellent mot de la fin. Merci à vous, c'est fini, on s'en va. Au revoir. On est plutôt bon dans le timing, donc on a 5-10 minutes si vous avez quelques questions à poser. Aucune question. Lâchez-vous. Salut. Ok. Merci. Pour la création de ce dernier souffle, est-ce que alors là, on reconnaît bien votre travail de storyboarder, enfin, je trouve. Est-ce que vous aviez déjà... Alors je suppose que vous aviez déjà l'histoire en tête, le début et la fin, mais est-ce qu'il y avait déjà un storyboard qui était créé au préalable ou c'était vraiment... Enfin, vous saviez... Enfin, ou alors c'était improvisé? Alors, en fait, cet exercice-là était totalement improvisé. J'ai démarré une première image et puis après j'ai avancé au fur et à mesure et bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis plus dessinateur que scénariste, donc du coup je me confrontais pour la première fois à un scénario, sauf que je le faisais en direct puisque je publiais chaque dessin. Mais et c'était ça aussi le but du plaisir, c'était
j'étais curieux de savoir où ça allait m'amener, en fait. Parce que je n'en avais aucune idée. Donc effectivement, j'avançais, j'avais une image pour le lendemain, et de temps en temps, j'avais une idée d'une séquence de peut-être 5, 6, 7, 8 dessins, genre souvent les scènes d'action. Mais sinon, non, je ne savais pas du tout. Moi, c'était ça qui était en fait assez jubilatoire, c'est que c'était une vraie surprise de savoir. Bon, ça reste une histoire assez basique, hein, c'est une histoire de vengeance, et puis voilà quoi. Mais après, c'était comment amener un truc auquel moi je ne m'étais pas préparé et pas rendu compte, c'était le fait de publier une image sur Instagram. Donc une par jour, j'accrochais donc des futurs lecteurs chaque jour avec une image. Donc je pense à ça parce que le début de l'histoire, on voit un type qui marche dans la neige et il peut marcher dans la neige pendant 10 cases. Donc je ne pensais pas en faire un livre au départ. Hein. Donc par contre j'y pensais en me disant dans le sens si c'est dans un livre, on va tourner 10 pages, ça va aller vite en fait les 10 pages muettes. Mais comme on est à 10 dessins, ça fait 10 jours. Si quelqu'un me suit, pendant 9 jours, il va voir un type qui marche dans la neige, quoi. Donc, bon, il va où? Donc c'est ça que je me suis dit, bon, il faut absolument que je supprime ces images. Et là, je me retrouvais dans la tête d'un feuilletoniste. Je me disais, bon, au 4e jour, il faut qu'il se passe quelque chose. Je sais pas quoi, il faut que je trouve un truc. Que ça soit de par le cadrage, parce qu'il voit quelque chose hors champ. Là, en l'occurrence, il voyait des traces de pas dans la neige, patati, et ça avançait comme ça, en fait. Donc, c'est ça que j'ai trouvé finalement très amusant, c'est que le fait de mettre un dessin par jour comme exercice, je me disais scénaristiquement, il va se passer quoi le lendemain? Mais en même temps, ce qui va se passer doit attirer la personne à venir le surlendemain, etc., quoi. Et puis, donc, j'ai avancé comme ça pendant 150 jours. Donc très rapidement, étonnamment, en fait, là vous parlez on voit effectivement au travail de storyboard dans la forme dont l'objet est présenté, en fait. Je m'étais amusé à faire un test quand j'avais un certain nombre d'images où j'avais présenté 8 cases. J'avais fait une planche avec 8 cases. Et en fait, on voyait en fait, une planche de bande dessinée classique. Et étonnamment, le côté storyboarder ne sautait plus aux yeux, en fait. C'est vraiment l'objet, c'est dans sa forme qui nous fait vraiment penser du coup pour un storyboard. Donc voilà, je sais même pas pourquoi je dis ça, mais ça me questionne en fait ce truc-là en fait. Mais sinon c'était une impro en fait, hein, vraiment. Alors si vous vous amusez à regarder dans le détail, vous allez voir qu'entre le 1er jour et le 200e jour, il a pas mal évolué, hein, le gars. Son chapeau, son fusil, tout, enfin bref. Mais après dans sa création, je m'étais dit, je vais démarrer dans un univers de cow-boy, donc c'est que des gueules burinées, enfin des types qui sont ça va être très sombre. Donc en fait ils se ressemblent tous quoi. Donc le truc classique qu'on fait en bande dessinée, en fait, hein, on lui met un signe particulier. Bon là, j'allais pas lui mettre une mèche quand même, mais donc ça a été le nez pointu en fait, pour justement jouer des fois avec sa silhouette, quoi. Donc voilà, il n'y a que lui en fait, hein, qui est plus ou moins comme ça. Les autres, c'est venu un petit peu au plaisir du jour en fait. Et puis c'était ça le défi. Si je le mets, tant pis, il a une gueule qui me plaît pas. Bon lui, il va mourir, hein, parce que j'ai pas envie de le dessiner pendant plusieurs jours, quoi. Ça, c'est un autre truc auquel moi, c'est une grosse difficulté pour moi, c'est trouver la tête du personnage. Parce qu'à savoir qu'on va vivre avec pendant des mois, voire des mois. Hein. Donc si on a une tête qui ne nous plaît pas, je vous assure que ça m'est déjà arrivé sur des albums, j'ai dû recommencer des pages parce que je ne le sentais pas, quoi. Et là, là j'ai accepté la règle. C'est vrai que je ne le referai peut-être pas comme ça, mais là pour le coup il est comme ça, puis on va jouer le jeu, on va voir. C'était ça aussi, hein, c'était intéressant, c'est que je cassais ces barrières que j'avais en tête et de voir où ça m'allait, quoi, en fait. Voilà. Bon, écoutez. D'autres questions? Laisse-leur le temps. Non, on n'a pas le temps, non, on va y aller. Vous écoutez de la musique pour vous mettre dans l'ambiance? Ah oui. Il y a de tout en fait, hein. De tout. Ça peut être la musique, ça peut être la radio, ça peut être des films. Le silence, rarement. Sauf effectivement, là, quand j'écris des histoires, pour le coup, je suis dans le silence. Mais sinon, de tout. Maintenant, si je dois mettre des musiques de western quand j'écoute ça, étonnamment, non. En général, je vais prendre peut-être le contre-pied, justement. J'adore ça, en fait, hein, prendre quelque chose qui n'a absolument rien à voir, et ça fait des mélanges de genres. Et c'est ça qui est assez intéressant. Dans d'autres choses qu'on a pu voir, c'est même souvent dans des films, en fait, hein, il y a des genres qui sont bien spécifiques, et là, l'intérêt, c'est là, en fait, du western, mais c'est un peu de l'épouvante, quelque part, sans qu'il y ait forcément d'image d'épouvante, mais il y a une espèce de suspense, donc mélangé de ce... Quand on arrive à faire ça, en fait, moi, je trouve ça l'exercice bien plus intéressant. En même temps, il faut bien connaître le genre, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps pour moi. Donc, des fois, je fais ça un peu au pif, quoi. Voilà. C'est quoi cette histoire de travailler sur des enveloppes? Parce que soit vous avez... Je sais pas. Il n'y a pas d'enveloppe, là.
Monsieur a vu l'exposition peut-être. Alors, en fait, non, c'est tout simple, c'est des trucs. Ouais, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est juste pour le plaisir de dessiner des pin-up, des bagnoles, des trucs qui ne sont. Je veux même pas chercher à l'analyser, en fait. C'est vrai, C'est un excellent résumé. J'ai pas envie de savoir. Mais en fait, au départ, pour être honnête, et puis rendons à César ce qui appartient à César, c'était. Bon, je ne sais pas si vous connaissez le dessinateur Vint, qui lui fait des bonnes femmes qui sont super sensuelles. T'as déjà envie de te jeter sur elles quand tu les vois. Mais il s'amusait à faire ça sur des enveloppes, en fait. Mais juste parce qu'en fait, j'en discute avec lui, c'était lui pour le plaisir de remplir des. Il n'aime pas une feuille vide, donc il la remplit, quoi, et puis il la dessine. Mais moi, c'est l'objet en fait qui m'a amusé, quoi. Je me suis dit tiens, c'est assez marrant. Et puis maintenant, en fait, ça ne m'intéresse plus de dessiner des pin-ups sur une feuille. Je trouve pas finalement ça si intéressant que ça. Alors que du coup, prendre un objet ou un document qui administratif ou autre, qui finalement en général va à la poubelle, et on y met notre touche, on essaie de l'embellir. Enfin, c'est du bel art en fait. Du coup, cet objet prend un autre sens, quoi. Et après, petit à petit, est venue cette idée de cadre. Parce que ça reste toujours une obsession en fait. Une histoire, on la raconte, elle est dans un cadre. Et donc la bande dessinée, c'est dans un cadre. S'il n'y a pas de cadre, c'est la feuille. Donc il y a toujours cette histoire de cadre. Et ce qu'il y a dans le cadre, il y a aussi ce qu'il y a hors du cadre. Et là, pour le coup, sur les enveloppes, il y avait ce jeu-là en fait, qui est arrivé assez vite. Pour être honnête, je n'utilise pas franchement. C'est en fonction de mon inspiration. Si j'ai une idée, je la fais. Sinon, pour l'instant, ça reste un jeu. Mais là, ça est en train de prendre des proportions que je me rends compte, il y a des choses qui sont en train de se faire autour, qui sont assez marrantes en fait. Puisqu'il y a le Festival d'Amiens qui veut faire justement un truc avec ça et raconter des histoires justement avec l'enveloppe, le cadre et la fenêtre en fait. Mais ça reste un jeu. Mais il y a matière d'utiliser finalement ce médium-là pour faire aussi de la bande dessinée. Pas raison de s'arrêter forcément à une page simple qu'on remplit, quoi. Ça peut être partout en fait. Voilà. Mais au départ, c'est juste effectivement le plaisir de dessiner des petites bonnes femmes à l'aquarelle qui s'amusent. En fait, on se vide la tête. En fait, voilà, c'est pour se vider la tête de la journée. Voilà. Bien, on est pile dans le timing. On va vous laisser retourner voir l'exposition et vous remercier. Merci à vous d'avoir pris le temps.